Yo, le moineau, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais essayer de t'expliquer l'exercice que tu m'as envoyé. C'est comme ça que je vais souvent faire les vidéos et mettre sur YouTube pour que tu puisses regarder. Bon, je vais d'abord commencer par te donner certains properties et certains steps que tu dois suivre pour solver certains genres de questions. Donc, on va commencer par voir les properties là. Puis, je vais te donner les méthodes pour solver deux types de systèmes. Le genre de système, si on te dit par exemple de solve le système A times X is congruent to R modulo B. Tu vois un peu, si on te demande de solver un truc comme ça, donc par exemple, on te dit de solve 5X is peut-être congruent to 2 modulo. Peut-être, je vais dire quoi? Peut-être 4. On te dit de solve le système-ci, comme ce que tu m'as envoyé, tu vois un peu. Je vais aussi te montrer comment on solve le genre de les differential equation. Donc, ax plus b1 equals to quoi? Equals to peut-être un c. Tu vois un peu, genre par exemple, on te dit de solve 5x plus b plus 6y equals to peut-être 7. Tu vois un peu, comment est-ce qu'on solve le genre de systèmes là? Tu vois un peu. Donc, attends un peu, je fasse rapidement insertion, dessin. Ouais, la gomme là, la gomme, voilà, gomme. Donc, je vais effacer et on va voir d'abord, il y a certains importants properties que tu dois d'abord connaître, tu vois un peu. Donc, je vais commencer par donner les properties là, tu vois un peu. Donc, important properties, je vais te donner ça, important properties, tu vois un peu, properties. Ok, les properties qu'on va voir, n'est-ce pas, sont des properties liées, n'est-ce pas, en fait, ce sont des propriétés très importantes dans, pour que tu comprennes d'abord certaines choses dans euh, number theory, tu vois un peu. Le first property, donc property 1, le first property, n'est-ce pas, le first property dit que A, donc A congruent to R modulo B, n'est-ce pas? Ou bien on écrit encore ça, A congruent to R mode B. Tu vois un peu? Ou bien on peut encore écrire ça, donc on peut encore écrire ça comme A congruent to quoi? Congruent to R in bracket mode B. Donc, les trois méthodes là, tu vas voir, certains livres vont utiliser la première méthode ici. Ils vont noter comme ça là. D'autres livres vont utiliser la deuxième méthode, tu vois un peu. D'autres, ils vont utiliser la troisième méthode de notation. Maintenant, tu dois comprendre que ceci, ça se lit comment? Voici comment ça se lit. Ça se lit, donc pour lire ça, on lit ça comment? Donc, la notation que je viens de mettre là, is read, is read, is read. Donc, on lit ça as A is congruent, congruent, A is congruent to R modulo, modulo. Soit tu dis modulo, ou bien tu dis simplement mode. Mode B. Donc, quand tu vois une notation comme ça, là, ça se lit A is congruent to R modulo B, ou bien A is congruent to R mode B. Tu vois un peu. La même chose ici, on peut aussi noter ça comme ça. A is congruent to R mode B. A is congruent to R mode B. Tu vois un peu. Ici, là, n'est-ce pas, il faut toujours connaître les intervals to which A, R, donc chaque element belong. Ici, là, B ici, là, belongs to the set of natural numbers. B ne sera jamais un integer. Tu dois déjà connaître ça, mettre ça dans ta tête. B will never be an integer. B belongs to the set of natural numbers. A belongs to the set of integers. Tu vois un peu. And R belongs to the set of integers. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est la première propriété que tu dois connaître. Comprendre comment on lit ça et comment et to which set chaque element belong. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que tu dois connaître. La deuxième propriété qu'on va voir maintenant, n'est-ce pas, c'est
comment quitter? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit, que par exemple, si on divide A by B, si on divide A by B, ça veut dire que A sera égal à un B cube plus R, avec R qui est comment? R qui est greater than or equals to 0, but strictly less than quoi? The absolute value of B. J'espère que tu te rappelles de ça. Quand on était en train de faire les trucs quand on était en train de chercher les trucs de greatest common divisor. Je pense que tu te rappelles de ça. Je t'avais montré ça. Donc, je vais te montrer quelque chose là maintenant. Attends, je fasse ça rapidement. Donc, la deuxième propriété que je vais te donner, property 2. La deuxième propriété, property 2, ça sera comment passer de ceci à ce que je viens d'écrire ici là. Tu vois un peu. Donc, c'est ce qu'il faut connaître. Tu vois un peu comment passer de l'écriture ici à ce que je viens d'écrire ici. Donc, tu dois connaître que A, si on te dit que A is congruent to R modulo B, tu vois un peu. Si on te dit que A is congruent to R modulo B, tu vois un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attends, prends le stylo bleu. It means, n'est-ce pas? It means que there exists an element. It means que quoi? It means que there exists an element Q. Si on te dit que A is congruent to R modulo B, ça veut dire que there exists an element Q belonging to the set of integers. J'espère que tu connais encore les notations. There exists an element Q belonging to the set of integers. Tu vois un peu, non? Such that, il met mes 2 points, such that A, je prends le B rouge, such that A is equals to quoi? A is equals to BQ plus R. Ou bien encore, dans certains livres, tu vas voir A is equals to minus BQ plus R. Tu vois un peu. Mais utilise toujours la première notation. Tu vois un peu. Utilise toujours la première notation. Donc, si on te dit que A is congruent to R modulo B, it means that there exists an element Q belonging to the set of integers such that A equals to quoi? BQ plus R. Tu vois un peu, non? Ou ceci. Maintenant, R est comment? 8. With R, which is greater than or equals to 0, but strictly less than quoi? The absolute value of B. Tu vois un peu? Strictly less than the absolute value of B. Je vais donner un exemple. Exemple, par exemple. Si on te dit que 5 is congruent, par exemple, to... si tu divides, par exemple, disons, si on te dit, par exemple, prenons un exemple bidon, que 5 is congruent to 2 modulo 3, par exemple. Ça veut tout simplement dire que quoi? 5 est égal à quoi? 5 sera égal à quoi? Mon B c'était quoi ici là? C'est 3, non? Mon B c'est 3. Regardez bien, ça veut dire que 5 est égal à quoi? Parce qu'on a fait le division de 5 by 3. Ça veut dire que 5 est égal à un 3Q plus quoi? 2. C'est ce que ça veut dire. Tu vois un peu? C'est ce que ça veut dire. Avec quoi? Q belonging to quoi? The set of integers. Donc, si on te dit que 5 is congruent to 2 modulo 5, ça veut, si je veux transformer, si je veux enlever le congruent sign ici et passer au equality sign, ça veut tout simplement dire que 5 sera égal à quoi? 3 times Q plus le remainder 2. C'est ce que ça veut dire. Tu vois un peu. Et tu vois très bien que notre remainder ici est comment? 2 is greater than or equals to 0, but strictly less than quoi? The absolute value of B. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais donner certains petits trucs encore ici là. Ici là, je vais même write quoi? Je vais donner un NB ici là. Le NB que je vais donner, c'est que whenever we write A is congruent to R mod B, tu vois un peu, non? Know that, attends, donc, whenever we write that, know that, donc ce que tu dois connaître, c'est quoi? Know that
R ici là, c'est quoi? C'est le remainder. C'est le remainder. C'est le remainder when we divide. When we divide, attends, je fais une erreur. C'est le remainder when we divide A by B. Donc, quand tu prends A, tu divides by B, tu fais le division de A by B. Le R, si c'est le remainder. Tu vois un peu. A, ici, là, est appelé quoi? A, c'est le quoi? C'est le dividende. C'est ça, non? A, c'est le dividende. A, c'est le dividende. B, c'est égal à quoi? B, c'est égal à quoi? Le divisor. B, c'est le divisor. Et enfin, notre cure. C'est-à-dire, si on veut transformer ça, si on veut transformer d'ici pour venir ici, là, notre cure, c'est quoi? Notre cure, c'est le quotient. Notre cure, c'est le quotient. Donc, rappelle-toi bien, si je veux passer du congruent notation, je veux passer du congruent sign au equality sign. Si je write ça, ça veut dire que 5 sera égal à quoi? 3 cure plus 2. Fais attention, ce n'est pas obligé d'utiliser cure. Tu vois un peu, tu n'es pas obligé d'aller prendre un autre bic. Tu n'es pas obligé d'utiliser forcément cure à ce niveau. Tu peux dire que ici, je peux décider d'utiliser par exemple n. Ça veut dire que 5 will be equals to quoi? 5 will be equals to 3n plus 2. Where n belongs to quoi? The set of integers. Donc, tu es libre. Sache que tu es libre d'utiliser la lettre que tu veux. Tu vois un peu. Tu es libre d'utiliser la lettre que tu veux. Donc, je vais donner maintenant, ça c'était bon pour le deuxième property. J'espère que tu as compris. Je vais donner maintenant le dernier property. Je vais prendre le B rouge. B rouge. Donc, property tree. Property tree. Dans le big, c'est fond, c'est un peu trop. Property tree. Le property tree, ici, veut tout simplement, ici, là, on dit dans le property tree, let, attends, il prend le B rouge, le B bleu. On dit dans property tree, let A be cure and R be 4 integers. Before integers different from 0. Different from 0. Different from 0. Ok. Maintenant, le property ici dit que if A equals to BQ plus R, hein, si A est égal à BQ plus R, then le greatest common divisor of quoi? Je pense que tu connais déjà ça. The greatest common divisor of A and B sera égal à quoi? Je te laisse d'abord réfléchir. Ça serait égal à quoi? On connaît que ça serait égal au greatest quoi? Common divisor de quoi? De B and R, c'est ça, non? B and R. Je pense que tu connais le property là. Tu vois un peu. Donc, c'est tout ce que tu devais connaître à ce niveau. Donc, voilà les 3 properties que je voulais en fait. C'est vrai que tu connaissais déjà forcément, mais je voulais d'abord te rappeler cela. Donc, j'ai dit le premier property. Je vais revoir le premier important property. Si on écrit A, on met ça. A congruent to R modulo B. On peut encore noter ça comme ça. A congruent to R modulo B. On peut encore noter ça comme ceci. Tu vois un peu. Dans certains livres, tu vas voir ça. Ça se lit comment? Il a dit ça se lit A is congruent. Donc A is congruent. Ça c'est le congruent sign. Le congruency sign. A is congruent to quoi? R modulo ou bien R mod B. Tu vois un peu. Donc soit tu dis modulo ou bien R mod B. Tu vois un peu. Ça veut tout simplement dire que R is the remainder obtained when we did the division of what? A by B. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que regarde, dans le deuxième property, on a dit que ceci, quand on écrit ça, ça veut dire quoi? It means there exists an element cure belonging to the set of integers such that what? A is equals to quoi? B times cure plus R. Tu vois un peu.
Ça peut être aussi ça, mais utilise toujours la forme ici. Tu vois un peu. 8a greater than or equals to 0, strictly less than b. Tu vois très clairement que si ça s'écrit sur cette forme, ça veut dire que quoi? A, c'est simplement le remainder qu'on a divisé quoi? A by b. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà l'exemple. Donc, 5 congruent. 5 congruent to 2 mod 3. Ça veut tout simplement dire que 5 is equals to what? 3 times n plus 2, where n belongs to the set of integers. Tu vois un peu. Il a dit que tu peux utiliser n'importe quelle lettre. Tu vois un peu. Donc, et le n ici, whenever we write this, we should know that R c'est quoi? Le remainder. When we divide A by quoi? B. A c'est quoi? Le dividende. B le divide sur Q quoi? Le quotient. Tu vois un peu. Maintenant, le last property dit que let A, B and Q, let A, B, Q and R be four integers different from 0. Tu vois un peu. If A is congruent, donc si A est égal, c'est même pas congruent, pardon. If A is equal to B, Q plus R, ça veut tout simplement dire que quoi? Le greatest common divisor of quoi? A and B est égal au greatest common divisor of B and R. C'est bon? Ok. Donc, c'était tout pour cette première partie. Je vais maintenant, dans la deuxième partie, je vais te montrer comment est-ce que on sauve un certain nombre d'équations. Tu vois un peu. Je vais baisser le truc ici comme ça. Mais je ne vois pas mes pages. Attends un peu. Bon. Je n'arrive pas à voir ma deuxième page. Aïe, aïe, aïe. Mais le truc ici me dérange. Oh là là. C'est pas possible. Oh là là. Bon, je vais l'avoir diminué un peu ça. Il fait ceci. Je sais que c'est même parti. Attends un peu. Ouvrir au droite. Voilà. Ok. On est maintenant sur la deuxième part. Sur la deuxième, je vais te montrer comment est-ce qu'on sauve le genre d'équation-ci. Ax plus, non, pardon. Ax congruent to quoi? Ax par exemple congruent to R modulo B. Comment est-ce que tu sauves le genre d'équation-ci? Donc, si on te dit solve par exemple 5x congruent to par exemple 3 modulo 7. Comment est-ce que tu sauves ça? Tu vois un peu, je vais te montrer les étapes et suis les étapes là à la lettre. Il y a deux façons de sauver le truc ici. Je vais te montrer déjà d'abord la méthode que toi tu connais. Là où vous cherchez, comment on appelle ça? Le quoi, vous appelez un truc là ou bien c'est le quoi inverse. Le modular inverse. Voilà, vous utilisez la méthode du modular inverse. Donc, je vais aussi te montrer la méthode. Je vais te montrer une autre méthode où on transforme ceci en un Diophantine equation et ça va donner le même résultat. Je dis bien le même résultat. Le même résultat. Donc, je vais te montrer les deux méthodes là. Tu vas apprendre les deux méthodes, n'est-ce pas? Donc, et je vais aussi te montrer les étapes qu'il y a. Quelles sont les étapes? On te donne une Diophantine equation. Quelles sont les étapes que tu dois appliquer? Ça va toujours te donner, tu vas toujours sauver ton Diophantine equation. Tu vois un peu. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord effacer ça. Je vais effacer ça. Donc, je vais te donner les steps in solving. Le premier truc, d'abord, attends. Attends un peu. Ok. Maintenant, tu prends le stylo. Big rouge. Ok. On va voir steps for solving. Steps for solving Ax congruent to R modulo B. Donc,
comment est-ce qu'on sauve le genre de système-ci? Je vais t'expliquer la méthode que toi, on vous a forcément enseigné, la méthode que vous avez l'habitude d'enseigner, que votre enseignant vous a montré. Tu vois un peu, non? Dans les exercices, je vais te montrer une deuxième méthode. Tu vois un peu? Oui. Donc, les steps. Donc, on te dit de solve un pareil system of equation. La première des choses que tu fais, tu identifies d'abord, regarde bien les positions. Donc, si on te dit par exemple de solve 5x congruent to 3 peut-être modulo 7, la première des choses que tu fais d'abord, tu identifies ton A. Ton A, c'est quoi? 5. Tu identifies ton R. Ton R, c'est quoi? 3. Tu identifies ton B. Ton B, c'est quoi? Ton B, c'est 7. On est d'accord, hein? Tu identifies ton B, c'est 7. Donc, c'est un exemple seulement qui est pris comme ça. Je n'ai pas dit que ça sert tout ça. Donc, première des choses, tu dois d'abord identify tes elements. Donc, je vais mettre les steps. Attends, il te donne les steps. Je fasse ça. C'était juste à titre d'illustration. Donc, ouais, le stylo là. Donc, step 1. Donc, voici step 1. Identify your A, B and A. Ça, c'est le premier step que tu dois faire. Le deuxième step, tu dois vérifier si l'équation ci a une solution. C'est la deuxième chose que tu dois faire. Tu ne dois pas seulement te lancer dans le solving. Tu dois d'abord vérifier. Parce qu'on peut te donner un truc comme ça, mais ça n'a pas de solution. Tu vois un peu. Donc, step 2, verify if AX congruent to R modulo B has solutions. Et comment est-ce qu'on vérifie ça? Voici comment est-ce qu'on vérifie ça. Je te donne ce que tu dois faire. Donc, comment est-ce que tu sais... non, ce n'est même pas le step là. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas step 2 ici. Hein, mais c'est une erreur qui est faite. Ça, c'est pas le second step que tu dois faire. Le second step, tu dois chercher le greatest common divisor. Ouais, step 2. Attends, pas le stylo. Donc, step 2. Find the greatest common divisor of A and B. Donc, find the greatest common divisor of A and B. Tu vois un peu. Donc, tu dois find the greatest common divisor of A and B. Tu vois un peu. Greatest common divisor of A and B. Donc, ça, c'est le step 2. Underline ça. Donc, ça, c'est le step 2. Step 3. Après avoir fait le greatest common divisor of A and B, le step 3, tu dois verify if AX modulo AX congruent to R modulo B, n'est-ce pas, has solutions. Comment est-ce qu'on vérifie donc ça? Comment est-ce qu'on vérifie ça? Voici comment ça se vérifie. Donc, la première chose, c'est quoi? If the greatest common divisor of A and B, n'est-ce pas? Si le greatest common divisor of A and B est un multiple de R, alors l'équation ci, n'est-ce pas, has solutions. It has solutions. Et on peut déterminer le number of solutions and the separations that are between solutions. Tu vois un peu. Donc, j'ai dit, if the greatest common divisor of A and B is a multiple of R, in bracket, on peut encore dire divides R. Tu vois un peu. Donc, si tu prends ça, le greatest common divisor aussi,
tu divides ça by R, ça te donne un whole number, tu vois un peu. Ou bien, on dit encore tout simplement que le greatest common divisor is a multiple of R, tu vois un peu. Donc, if the greatest common divisor of A and B is a multiple of R, is a multiple of R, comma, then AX congruent to R modulo B dans l'équation qu'on veut solve, tu vois un peu, non? Has solutions. It has solutions. Maintenant, it has solutions. Je vais mettre un petit point ici là que tu dois noter. Le number of solutions est égal à quoi? Pour faire le number of solutions de equations, là, c'est le greatest common divisor of A and B. Donc, voilà. Donc, si tu trouves le greatest common divisor of A and B, tu as trouvé le number of solutions. Tu vois un peu. Maintenant, these solutions are separated by... Donc, quelle est la distance entre les separations, entre each separation? These separations, these solutions. Ça, là, tu n'es pas obligé d'écrire ça à l'examen, hein. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'écrire ça. Donc, attends, je fais une erreur. These solutions. Ça là, c'est juste pour que tu connaisses. Tu vois un peu. These solutions are separated by. Donc, they are separated by a distance of beyond the greatest common divisor of A and B. Donc, j'ai dit, le first step, c'est de faire quoi? To identify A, B and R. Second step, to find greatest common divisor of A and B. Le third step, tu dois vérifier si l'équation ci aura les solutions. Comment est-ce qu'on vérifie? Si après avoir cherché le greatest common divisor of A and B, tu te rends compte que c'est un multiple de R, alors le truc ci aura quoi? Des solutions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un multiple of R? Donc, c'est le deuxième. Attends, CTRL Z. C'est le deuxième point ici. If the greatest common divisor of A and B is not a multiple of R, alors AX congruent to R modulo B has no solution. Donc, if the greatest common divisor of A and B is not a multiple of R, then AX congruent to quoi? R modulo B has no solutions. Donc, parce qu'on peut te donner un multiple choice. Un truc comme ça là, toi tu te dis que ça a les solutions, tu perds ton temps là pour ça, ça te complique la tête, tu n'arrives même pas à trouver le solution, alors que le truc là n'a même pas de solution. Tu vois un peu le truc. Donc ça c'était pour step 3. Step 4 maintenant. Bon, pour step 4 maintenant, on va là, step 4. Tu vois un peu. Pour step 4, ce que tu dois faire ici là maintenant, c'est quoi? Step 4, je vais d'abord mettre ici là que continue ici là, donc tu vas continue to step 4. If AX congruent to R modulo B has solutions. Tu vois un peu. Donc si le truc n'a pas de solution, tu t'arrêtes ici là, tu conclus seulement que ça n'a pas de solution. Tu vois un peu. Maintenant, on suppose par exemple que peut-être ça a les solutions. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Le premier point que tu dois faire, tu let V to be the modular inverse of A. Let V be the modular inverse of A. Let V be the modular inverse of A. Quand on dit que V c'est le modular inverse of A, ça veut tout simplement dire that is
that is, ça veut tout simplement dire que, quand on dit que quelque chose c'est un modular, si V est le modular inverse of A, ça veut tout simplement dire que A times V must be congruent to quoi? Must be congruent to 1 modulo B. C'est ce que ça veut dire. Must be congruent to 1 modulo B. Ou bien encore, O, tout simplement, A times V, c'est égal à 1. Tu vois un peu, c'est égal à 1. Parce que tu vas voir ça. Mais voici vraiment ce que ça veut dire ici, là. Que A times V is congruent to 1. That is, quand tu multiplies ça, oui, tu vois un peu. Donc A times V ou A times V est égal à 1. Tu vois un peu. Where V belongs to quoi? The set of integers. Tu vois un peu. Le deuxième point maintenant, donc, voilà dans le premier point que tu dois faire. Tu let V to be the modular inverse of A. Deuxième point, tu n'es pas obligé de bon, ici là, dès que tu let V to be the modular inverse of A, tu vas dire that is, tu mets un that is, tu mets A times V must be congruent to quoi? 1 modulo B, ou bien tu écris A times V must be equals to 1. Ok. Maintenant, le next step, tu vas find the modular inverse of, tu vas find V, qui est le modular inverse of A, by solving an equation. Donc, find this modular inverse, find this modular inverse by solving tu vas faire le modular inverse by solving AV congruent to quoi? 1 modulo B. Donc ceci, le truc ici. Oui, modulo B. By first donc by first converting AV congruent to 1 modulo B to, on va changer le modular sign ici, on va écrire ça comme AV will be equals to quoi? Ça serait égal à quoi? Ça serait égal à un B quoi? B cure, c'est ça non? Ça serait égal à un B cure plus quoi? Le remainder qui est 1. C'est ça non? Exactly. Tu vois un peu. Donc, ça c'est le deuxième point. Donc, tu vas solve ça. Tu vois un peu. Oui. Le troisième point maintenant. Le troisième point, c'est then use Euclid algorithm. Euclid algorithm to obtain the value of V. Ne t'inquiète pas, on va faire un exemple. Tu vas voir que c'est trop facile. Donc, ne t'inquiète même pas sur ce qu'on est en train de faire là. Maintenant, le next step, ça c'était step 4. Hein. Step 5. Il y a même maman qui m'appelle là. Donc, dès que je finis de te montrer ça, je vais d'abord arrêter la vidéo. Je vais continuer une autre vidéo. Je vais d'abord la rappeler. Donc, step 5. Pour step 5, finding, c'est à step 5, finding x. Parce que si tu vois bien dans le equation là, tu te rappelles bien, dans le equation, regardez bien, c'était quoi? C'était ax congruent, c'est ça qu'il faut sortir, ax congruent to b modulo b. Je suis d'abord en train de te donner les steps. Tu vois un peu. Moi, j'aime travailler en steps. Donc, find x. Comment est-ce qu'on find donc x? Comment est-ce qu'on find x? Pour find x, c'est très simple. Multiply both sides of ax congruent to r modulo b by the inverse of a, and note that av equals to 1. Donc, multiply
multiply both sides of AX congruent to R modulo B by quoi? By le modular inverse of A, by the modular inverse of A. Take note that A times V qui est le modular inverse of A doit être égal à quoi? 1. Donc rappelle-toi bien de ça. Donc c'est ce que tu dois te rappeler. Si je multiplie donc, attends, j'ouvre une autre page. Ok, voici une nouvelle page. Je vais continuer. Donc, on s'est arrêté, on est là, n'est-ce pas? On est ici, là. Si je multiplie, d'abord, j'appelle ça page 3. Donc, on va continuer. Attends, j'ouvre d'abord ma caméra ici. Donc, on a dit qu'on multiplie le truc là by quoi? Le modular inverse of B, c'est ça, non? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on aura quoi? Si on multiplie, donc j'aurai V times quoi? Times AX, n'est-ce pas? Congruent sur quoi? V times quoi? R, c'est ça, non? Modulo quoi? Modulo B, c'est ça, non? Maintenant, on aura ici V times AX congruent sur quoi? RV modulo quoi? B. Mais rappelle-toi, on avait dit que quoi? Que V c'est le modular inverse of A. Tu vois un peu, non? Ça implie que quoi? On aura ici 1 times quoi? X congruent sur quoi? RV modulo quoi? B. C'est ça, non? Ce qui implique que X will be congruent sur quoi? R times V. Donc ça fait RV modulo B. Donc voici donc le X que tu auras trouvé. Voilà le X que tu auras trouvé. Mais attention, il y a un autre step. Parce que il y a un autre step ici là que tu dois, un final step ici, step 5, que tu dois bien prendre en compte. Parce que le product R times V peut être greater than B. Tu vois un peu, non? Donc, il faut bien donner sa réponse. Maintenant, ce que tu dois connaître ici, c'est quoi? If RV, tu vois un peu, non? Est less than B, then the answer is X is congruent to quoi? RV modulo B. Donc, voilà ton answer. X is congruent to X is congruent to RV modulo B. Tu vois un peu? Voilà ton answer. Je t'ai montré comment on quitte. On enlève le congruent sign. Si tu vas enlever ça, ça veut dire que X sera égal à quoi? Si je vais enlever ça, ça veut dire que X sera égal à quoi? X sera égal à quoi? CTRL Z. X sera égal à un B qui plus quoi? Plus RV. C'est ça, non? Avec qui belonging to quoi? The set of integer. Ou bien B sera égal à un BK plus RV. Tu vois un peu? Donc, ça c'est le premier point à noter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si if RV est plutôt greater than B? Si RV, tu vois un peu, est greater than B, parce que dans certains exercices, tu peux voir la réponse, on met ça comme ça. Donc, il faut savoir quitter de là, là. Si RV est greater than B, qu'est-ce que tu fais? Do the Euclidean division of RV by B. Donc, ça veut dire que tu fais RV divided by B. Tu vois un peu. Maintenant, supposons que suppose that the remainder of that division is, par exemple, supposons que c'est alpha. Tu vois un peu, non? Si supposons que le remainder du division là c'est alpha. Tu vois un peu? Then, le solution X will be equals to quoi?
alpha will be congruent to quoi? Alpha modulo b. Ou bien, x sera égal à quoi? Si on écrit ça avec le equals to sign, x will be equals to b cure plus alpha. C'est ça, non? Avec cure belonging to the set of integers. Donc, ça, c'est les étapes que tu dois utiliser pour solve le genre d'équation-ci. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est ce que tu dois utiliser. Pour ne pas tirer de long à large, je vais faire un exercice juste après là maintenant. Tu vois un peu. Je vais faire un exercice juste après là maintenant. Donc, on se voit après pour l'exercice. Bon, le mono, on va continuer. Je venais de répondre à l'appel de maman là. Donc, j'ai fini. Bon, avant de faire le exercice, donc je t'ai montré, je vais revenir pour expliquer comment, pour encore revoir toutes les étapes. Donc, si on te dit de solve ce genre de system of equations, parce que j'ai vu vos épreuves de Fora Math, ça vient toujours, tu vois un peu. Première des choses, j'ai dit quoi? Tu identifies ton A, B and R. Deuxième chose, tu fais le greatest common divisor of quoi? A and B, tu vois un peu. Le troisième step, c'est quoi? Tu vérifies si ton equation, si ton truc là, ton système là, tu vois un peu, a une solution. Si ton equation là a une solution, tu vois un peu. Donc, tu vérifies if AX congruent to R modulo B has solution. Comment est-ce qu'on vérifie? Voici comment on vérifie. Tu as find le greatest common divisor. Si le greatest common divisor est un multiple de R, alors le truc c'est à quoi? Has solutions. Quel est si on te demande what are the number of solutions, le number of solutions est égal à quoi? Au greatest common divisor of A and B. These solutions are separated by what? C'est simplement B divided by the greatest common divisor of A and B. Tu vois un peu. Maintenant, si plutôt le greatest common divisor n'est pas un multiple de A, alors tu conclus que le système, si le equation, si donc AX congruent to R modulo B has no solution. On passe au step 4. Donc, si ça n'a pas de solution, tu vas juste t'arrêter là. Supposons maintenant que ça a les solutions, tu vois un peu. Donc, tu vas continuer to quoi? To step 4. Step 4, qu'est-ce que tu fais à step 4? À step 4 ici, le but, c'est quoi? La première des choses, je let V to be the modular inverse of quoi? A. Parce que on a A de ce côté. Tu vois un peu, je let V to be the modular inverse of A. Parce que je sais que quand je vais multiply ici by B, by V, donc je multiplie all through by V, ça va faire V times ça, V times ça. Je sais que V, qui est le modular inverse of A, ça va me faire quoi? 1. J'aurai X congruent to quoi? RV modulo B. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, je let V to be the modular inverse of A. That is, quand on dit que A, V est le modular inverse of A, ça veut tout simplement dire que A congruent to V modulo. A times V must be congruent to quoi? 1 modulo B. Tu vois un peu? Ou AV equals to 1. Donc, ce sont les deux choses que ça veut dire. Ouais, ce sont les deux choses que ça veut dire. Donc V belongs to quoi? Z, set of integers. Donc, maintenant, dès que tu let V, le next step, c'est quoi? Tu dois chercher, c'est bon, c'est pas un step dans step 4, tu vois un peu. Tu dois faire quoi? Tu dois find le modular inverse là. Comment est-ce qu'on find ça? Tu find le modular inverse en solvant ceci. A times V congruent to 1 modulo V. Donc, A times V congruent to 1 modulo V. By first converting this, donc tu convertes d'abord ça to quoi? Tu sais que ceci, ça sera égal à quoi? Si tu veux convertir ça to equality sign, ça sera AV equals to quoi? B pure plus 1, n'est-ce pas? Avec quoi? Pure belonging to quoi? The set of integers. C'est bon, non? Then, tu use le Euclidean algorithm to obtain the value of quoi? V. Tu vois un peu? Pour obtenir le value of V. Tu vois un peu? On va voir ça dans l'exemple, c'est facile. Dès que tu finis donc de trouver V, tu find quoi? X. Comment est-ce qu'on find X? Tu vas multiply both sides of quoi? Du equation ici by quoi? Le modular inverse of A. Et take note que A times V donne quoi? 1. On avait vu ça ici. Tu vois un peu. Le next, je vais descendre. Si je multiply bon all through by le modular inverse, voilà ça que j'ai multiply, ça me fait V times AX. V times AX congruent to R V modulo B.
Or, on sait que quoi? V times A, c'est quoi? C'est 1 times X congruent sur quoi? RV modulo B. Ça veut dire que X, le solution est congruent sur quoi? RV modulo B. Tu vois un peu? Donc, voici donc le solution. Mais attention, ce que tu dois aussi prêter note, c'est que tu dois vérifier dans le step 5. Tu vérifies, est-ce que mon RV est less than B? Si c'est less than B, alors ceci est le solution. Tranquille. Tu vois un peu? Donc, j'ai dit que X sera congruent à quoi? RV modulo B. Ou bien tu écris encore que X est égal à quoi? Un B Q ou bien K, ça dépend de toi. Plus quoi? RV. Tu vois un peu? Maintenant, il peut arriver un cas où RV est greater than B. Si RV est greater than B, tu fais quoi? Le Euclidean division de quoi? De RV by B. Tu vois un peu? Ce que ça va te donner, n'est-ce pas? Je colle ça le remainder of the division, le Euclidean division of RV by B. Tu vois un peu? Donc, je suppose que c'est alpha le remainder là. Then, ça veut dire que X sera congruent à quoi? Alpha modulo B, ou X sera égal à quoi? Un B Q plus alpha, where Q belongs to quoi? The set of integers. Donc, ce sont les steps que tu dois follow. Je vais te donner maintenant les steps sur comment solve un Diophantine equation, c'est-à-dire AX plus BY, AX plus BY equals to C. Comment solve le genre de equations, c'est Diophantine equations. Tu vois un peu? Dès que je finis de te donner les steps là, on fait les exemples. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je vais créer une nouvelle page. New page. Ok. Je vais numéroter ça page 4. Ok. C'est posé. Ça fait un peu. Ok, c'est bon. Maintenant, j'ai dit, on va voir steps in solving. Steps in solving AX plus BY equals to C. Ici là, A, B and C belongs to the set of integers. Donc, on peut avoir des negative numbers là. Tu vois un peu. Donc, comment solve le genre de système-ci? Quels sont les steps que tu dois respecter? Le premier step, step 1. Le premier step, la première des choses à faire. Tu vois un peu. La première des choses à faire. Tu identify ton A, B and C. C'est d'abord la première des choses. Tu identify d'abord. Tu vois un peu. Tu identify d'abord ça. Step 2. Tu fais quoi? Step 2, ici, tu find le greatest common divisor. Le greatest common divisor of A and B. Tu find le greatest common divisor of A and B. Ça, c'est le step 2. Tu find le greatest common divisor of A and B. Le step 3. Tu dois verify if AX plus BY equals to C has solutions. Tu dois vérifier si ça a les solutions. Parce qu'on peut te donner comme ça, là, ça n'a pas de solutions. Tu dois vérifier si ça a les solutions. Et maintenant, comment est-ce qu'on vérifie que ça a les solutions? Premier truc, c'est quoi? If C is a multiple of the greatest common divisor, if C is a multiple of the greatest common divisor of A and B, then AX plus BY equals to C has solutions. Tu vois un peu? If C is a multiple of the greatest common divisor of A and B, then AX plus BY equals to C has solutions. Tu vois un peu? Et naturellement, if
if C is not a multiple of the greatest common divisor of A and B, is not a multiple of the greatest common divisor of A and B, then AX plus BY equals to C has no solution. Has no solutions. Tu vois un peu. Donc j'ai dit, le premier step, tu identify A and B. Le second step, tu find the greatest common divisor of A and B. Le next step, tu verify if AX plus BY equals to C has solutions. Comment est-ce qu'on vérifie? Si C est un multiple du greatest common divisor, then AX plus BY equals to C has solutions. Donc l'équation qu'on t'a donné les solutions. If C is not a multiple of the greatest common divisor of A and B, tu vois un peu, je t'ai appris comment on find le greatest common divisor de deux nombres avec le factor method. Avec le factor method, je t'ai aussi appris, avant de partir de là, je t'ai appris le factor method et je t'ai appris le Euclidean algorithm method. Donc tu dois bien te rappeler de ça. Donc if C is not a multiple of the greatest common divisor of A and B, then AX plus BY has no solutions. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Step, the next step, step 4. Dès que tu finis de vérifier, step 4, qu'est-ce que tu dois faire à step 4? Le premier point que tu dois faire, c'est use the Euclidean algorithm to find a particular solution of the equation AX plus BY equals to 1. C'est d'abord la première des choses que tu dois faire. Donc, use the Euclid algorithm, the Euclid algorithm to find a particular solution, Donc, le particular solution là, généralement, on note ça x0, y0. Je mets x0, y0 parce que dans notre équation, c'est x and y. C'est x and y, tu vois un peu. Si c'était par exemple n and m, j'allais appeler ça n0, m0. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, use the Euclid algorithm to find a particular solution x0, y0 of the equation ax plus by equals to 1, pas equals to c, 1. Tu vois un peu, 1. C'est la première des choses que tu dois faire. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est quoi? Then, deduce the particular solution. Then deduce the particular solutions of ax plus by equals to quoi? C. Donc tu dois deduce les particular solutions. Et maintenant, le last step, step 5. Le last step, step 5. Find the general solution. Find the general solution of ax plus by equals to c using the Gauss theorem. Je ne sais pas s'il y a le théorème là dans vos livres, mais je vais t'expliquer comment ce que c'est le théorème là. Donc, find the general solution of ax plus by plus c using the Gauss theorem. Je vais donc mettre ici la NB. Qu'est-ce que le Gauss theorem dit? NB. Qu'est-ce que le Gauss theorem dit? Le Gauss theorem dit que let A, B, C be three integers, n'est-ce pas? Be three integers different from 0. Let A, B and C be three integers different from 0. Tu vois un peu? Qu'est-ce que Gauss theorem? Gauss dit que
if, you open les braces, if A divides BC, tu vois un peu, if A divides BC and the greatest common divisor of A and B equals to 1, tu vois un peu, then A divides C. If, donc le Gauss theorem dit quoi? Si j'ai 3 integers different from 0, if A divides the product BC, tu vois un peu, and A and B are je vais dire ça comment? Prime between themselves, parce que quand le greatest common divisor de deux numbers c'est 1, ça veut dire qu'ils sont prime between themselves, tu vois un peu, ou bien je pense on dit souvent aussi relative primes, un truc comme ça là. Donc, if A divides BC and the greatest common divisor of A and B equals to 1, ça veut dire que A also divides C. Tu vois un peu, ça veut dire que A divides C. Parce que si A divides BC et que A and B, leur greatest common divisor, c'est 1, ça veut dire que A ne peut pas divide B. Tu vois un peu? Ça veut dire que forcément A doit divide C. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Parce que quand on dit que le greatest common divisor de A and B c'est 1, ça veut dire que A divided by B, il y aura un remainder. Ça ne peut pas donner un whole number. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'on dit ici là que si if A divides BC and the greatest common divisor of A and B c'est 1, forcément A divides qui? C. Donc ça c'est le Gauss theorem. On va utiliser le théorème là pour déduire quel sera le general solution. Donc, je reviens sur les steps utilisés pour solve AX plus BY plus C. Pour solve ça, première des choses, tu identifies ton A, B, C. Second step, tu find the greatest common divisor of A and B. Third step, tu verify if AX plus BY plus C has solution. Comment est-ce qu'on fait ça? If C is a multiple of the greatest common divisor of A and B, then AX plus BY equals to C has solutions. If C n'est pas un multiple du greatest common divisor de A and B, alors AX plus B has no solutions. Tu vois un peu. Step 4. Ici, là, à step 4, qu'est-ce que tu fais? Première des choses, tu uses le Euclid algorithm to find a particular solution, x0, y0, de quoi? De l'équation AX plus BY. J'ai dit x0, y0 parce qu'il y a x et y ici. Si c'était n and y, si c'était par exemple n et m, j'allais dire n0, y0, tu vois un peu, equals to 1. Le second step, tu déduis le particular solution. Les particular solutions de qui? AX plus BY equals to C, tu vois un peu. Et maintenant, le final step, tu find the general solution of AX plus BY equals to C using quoi? The Gauss theorem. Et le Gauss theorem dit que if you have 3 integers, A, B, and C different from 0, if A divides the product BC and the greatest common divisor and the greatest common divisor of A and B equals to 1, alors A divides C. Si A divide, si c'était, on peut encore dire que quoi? On peut aussi state ça différemment. On peut aussi te dire que, par exemple, A divide BC et que le greatest common divisor de quoi? De A and C c'est 1. Ça veut dire que quoi? A va plutôt divide qui? B. Tu vois un peu. Donc, c'était tous les steps que tu devais connaître pour solve le genre d'équation ci. C'était tout ce que tu devais connaître. On va passer aux exemples aussi maintenant. Donc, la prochaine vidéo, je vais arrêter la vidéo aussi. La prochaine vidéo, n'est-ce pas, seront les exemples. Donc, je vais d'abord commencer par solve le genre de système ci. AX congruent to R modulo B. Je vais utiliser les deux méthodes. Donc, premièrement, je vais d'abord utiliser la méthode que tu connais, qui est là où on utilise le modular inverse. Après, la deuxième méthode, je vais, comment on appelle ça? Bon, je vais montrer la deuxième méthode après. Bon, je vais d'abord commencer par solve, non, la première des choses, on va d'abord commencer par solve les Diophantine equation, un Diophantine exemple.
On fait l'exemple. Dès qu'on fait l'exemple, on passe maintenant au système ci. Comment résoudre le genre de système ci. Je vais faire la méthode du modular inverse et après je vais faire la méthode en utilisant le diophantic, donc en transformant ceci en diophantic equation et tu vas voir que ça donne le même résultat. Tu vois un peu. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo.